Pour ce premier arrêt sur la thématique et Vogue la galère de ce mois-ci, je vous propose d'embarquer en compagnie d'Orson Welles et de Rita Hayworth. La compagnie est belle, mais la croisière n'est pas de tout repos. Néanmoins, vous vous doutez qu'avec un titre comme La Dame de Shanghai, le film devait forcément échouer sur les rivages de la chaîne un jour ou l'autre. Passion Chine, je le rappelle. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Je suis ravie de replonger avec vous dans l'Hollywood de l'âge d'or sur un film qui n'a pas bénéficié d'une réception très favorable à sa sortie en 1948, mais qui a indéniablement su s'imposer au fil du temps et qui est peut-être l'œuvre la plus personnelle d'Orson Welles, en tout cas c'est ce que je pense. Ce qui est d'autant plus incroyable que la genèse de ce film se fait complètement sur un coup de dé lorsque le réalisateur pioche le premier bouquin venu sur le présentoir à côté de lui pour s'acquitter d'un film qu'il devait au producteur Harry Cohn. C'est un roman policier de Sherwood King intitulé If I Die Before I Wake sur un type dans le couloir de la mort après avoir été manipulé par une femme fatale dont il a eu le malheur de tomber amoureux et ça deviendra La Dame de Shanghai, le seul film réunissant à l'écran Orson Welles et Rita Hayworth alors en pleine séparation et le film sublime de manière assez complexe et assez tordue la fin de cette relation quand même mythique. Je dirais même ajoutant encore au mythe. Imaginez un marriage story des années 40, sauf qu'on n'aura pas tout à fait le point de vue de la dame, ce qui était quand même le cas dans Marriage Story, puisque le film est indubitablement davantage un instantané des doutes et de la psyché d'Orson Welles à cette époque, mais on est un génie narcissique ou on ne l'est pas. Si La Dame de Shanghai a pu décontenancer son public à l'époque, et il y avait de quoi, on a hérité d'une œuvre baroque dans les règles de l'art, un objet bizarre et onirique, un palimpseste qu'on n'a pas fini de gratouiller et où se mêlent différents films de la carrière des deux acteurs, des réflexions sur le couple et le divorce, sur le désir, sur Hollywood et l'angoisse de l'artiste dans un monde de requins, le cinéma lui-même en tant qu'art. On peut aussi s'intéresser juste au film dans son genre dit de film noir. Bref, il y a plein de moyens d'approcher cette œuvre et je ne vais pas prétendre en dresser un portrait exhaustif, ça n'est jamais le cas. Je vais comme d'habitude m'attacher à des points qui me semblent les plus intéressants et les plus saillants et au passage éventuellement tenter de vous apporter quelques anecdotes. Tout d'abord, dans le cadre de ma thématique Vogue la galère, ce film s'imposait pour moi parmi la myriade qui aurait pu sortir et que certains et certaines m'ont d'ailleurs listé sur YouTube, avec deux bons crus, je les ai notés quand j'ai annoncé le thème, parce que oui, la croisière est l'axe central du film et que clairement l'eau est une métaphore filée à travers tout le récit, de son générique sur fond marin à son ouverture sur l'Hudson, en passant par Rita Hayworth en sirène, jusqu'à sa scène d'aquarium et de monstres marins et sa tirade sur les requins à laquelle celle des Dents de la Mer fait quasiment pendant. Et oui, ça se passe sur un bateau, celui d'Errol Flynn qu'il avait loué ainsi que ses services de capitaine et fait même une apparition coucou le voilou à l'arrière-plan. Et pour la péloche, le Zaka se fait rebaptiser le Circé, tout un programme que je vous garde évidemment au chaud. Est-ce que c'est un bon film ? Difficile de faire la part des choses car on a hérité d'une intrigue assez alambiquée, charcutée au montage, qui a été beaucoup remaniée par Welles à partir de l'histoire d'origine qui n'était pas du tout un chef-d'œuvre et que la direction des acteurs est quand même quelque peu déroutante. Mais dérouter était sûrement le but du réalisateur qui a mis la dose, un peu comme à son habitude, sur des jeux de caméra et d'angle. Elle aimait bien faire joujou avec la technique et qui travaille ici particulièrement sur une déformation grotesque des premiers plans, la profondeur de champ, qui vont complètement avec l'esprit baroque que j'évoquais plus haut, le tout combiné avec des dialogues parfois pompeux, voire carrément pompiers, prononcés par des personnages blasés, bizarrement parfois complètement inexpressifs. Il suffit de penser à la scène finale où le perso de Rita Hayworth balance un « je t'aime » complètement déconnecté et inhabité pour avoir une idée de ce dont je parle. I love you. On a l'impression, parfois à juste titre, que les persos ne croient pas à ce qu'ils disent et te plaquent des répliques sorties toutes faites à l'emporte-pièce, des clichés et des platitudes. Les différents personnages sont dans la caricature, je dirais plutôt dans le performatif, et là je pense que c'est une indication de jeu possible car la question du performatif et de jouer la comédie est en effet à garder en tête. Tous les persos portent un masque, comme dans l'opéra de Pékin qui figure dans la scène de Chinatown du film. D'ailleurs, cette séquence est une excellente mise en abîme, mais il y en a des masques
place dans La Dame de Shanghai de la manière dont le film est géré. On va pas se mentir, pour un occidental, l'opéra chinois c'est quand même une bizarrerie absolue, surjoué à notre point de vue, avec des voix déformées, une déclamation étrange, évidemment les masques et les maquillages qui peuvent nous sembler outranciers. On est un peu mal à l'aise à pas trop savoir quoi en faire. Et ben on n'en est pas loin dans ce film où les persos hésitent entre le surjoué et le vide inexpressif, où la diction hésite entre parler trop fort comme Grisby ou chuchoter comme Elsa, avec cet accent irlandais raté d'Orson Welles, la garde-robe incroyable d'Elsa par le costumier Jean-Louis, contrastant avec les tenues quelque peu dépenaillées, franchement pas terribles des messieurs, et la bande son parfois trop forte. On est dans le malaise face à certains plans, certains angles, l'objet est toujours bizarre et changeant. C'est ce que je voulais dire par baroque. Si l'intrigue et les persos sont pas forcément terribles, on a pourtant un enchaînement de scènes qui vont marquer durablement l'histoire du cinéma, en particulier évidemment la séquence finale dans le hall des miroirs, trope qui avait, pour être honnête, déjà été utilisée par Charlie Chaplin dans Le Cirque, mais ici dans une version duel qu'on va revoir sans fin par la suite, comme tout bon jeu de miroir. Et pour n'en citer que quelques-uns, James Bond, Meurtre mystérieux à Manhattan, La Fureur du Dragon, John Wick 2 ou Birds of Prey pour les plus récents, sans oublier bien sûr l'inoubliable et cultissime spot de Monsieur du Fursac dans les années 80 qui parlera à certains. Voilà, ça c'est fait. Monsieur de Fursac, la griffe de l'homme. En sachant que 20 minutes sur la séquence originale ont été amputées puisque le film s'est fait amplement charcuter par rapport au projet original d'Orson Welles, dont notamment son plan d'ouverture à Central Park, dont il avait réussi à faire le plus long travelling de l'histoire du cinéma à l'époque. Mais bref, je m'avance et je vais vous faire le pitch. Donc, un marin irlandais avec un passé criminel, Michael O'Hara, flash à Central Park sur une belle blonde en balade en calèche et lui sauve les miches quelques instants plus tard quand elle est attaquée par un gang, parce que c'était craignos à l'époque, mais ça a pas forcément beaucoup changé. La dame lui propose alors de venir taffer pour elle et son mari sur une croisière qui doit les ramener à San Francisco en passant par le canal de Panama, mais comme il n'est pas emballé à courir après une femme mariée, il décline. Sauf que le mari, handicapé de naissance ou suite à un accident, on sait pas trop, vient insister et du coup le mec accepte quand même. Au fil de l'eau, il fait la connaissance de l'associé du mari de la blonde qui lui propose une arnaque à l'assurance où Michael ferait semblant de le tuer et comme Pépère veut des sous pour se casser avec la blonde, il se laisse manipuler, sauf que ça va pas bien se passer et que tout ce petit monde est bien pourri jusqu'à l'os, la blonde y compris. Jusque là, rien de bien original pour un film noir, on avait quand même Assurance sur la mort 1944, où le facteur sonne toujours 2 fois en 46, qui repose sur le même genre de trope. Un type un peu bourrin se fait manipuler par une blonde vénale pour se débarrasser de son mari. Le truc c'est que le casting d'Orson commence sur un coup de poker assez iconoclaste. Donner le rôle de la blonde froide à la volcanique rousse Rita Hayworth, du moins dans l'image d'elle vendue par Hollywood et en particulier par Harry Cohn, parce que la déesse de l'amour rouquine de Gilda était en réalité une brune qui n'aimait rien tant que rester à la maison, à lire des BD, faire la popote et s'occuper de sa famille, et qu'on est donc à des lieux de l'incendiaire Gilda, mais passons. Coup de poker avec une coupe de cheveux ultra médiatisée, provoquant l'ire d'une horde de fans, mais aussi d'Harry Cohn devant son jouet selon lui défiguré, et coup de poker provocateur d'autant plus inutile et radical que dans le bouquin original, Elsa était une rousse. Pourquoi en faire une blonde, sinon pour faire littéralement le buzz, ce qu'Orson Welles savait très bien faire, il faut quand même lui reconnaître ce génie. Le casting était étonnant pour une autre raison, l'actrice n'avait pas été tout de suite envisagée par Orson Welles et pour cause, il avait prévu d'embaucher la française Barbara Lage et de plus à l'époque, eh bien, il était séparé de son épouse qui s'était mise en couple tranquillou bilou avec le chanteur Tony Martin parce que le génie à force, eh ben, c'est usant et Pépère était jamais à la maison. Mais apparemment, c'est Rita qui a insisté pour avoir le rôle et Orson, courant comme d'habitude après le pognon, a dû se dire que forcément ça pouvait affoler le box-office et elle a donc quitté son chanteur pour tenter de remettre le couvert avec son génie, mais hélas, la croisière ne fut pas une deuxième lune de miel, non non non, et quand le film sort aux États-Unis en 1948, le couple est officiellement divorcé depuis novembre 1947. Pour beaucoup de personnes, la coupe de cheveux de Rita était le signe évident de la volonté d'Orson de casser la star, comme une vengeance
vengeance un peu mesquine sur celle qui allait être son ex-épouse et qu'il avait poursuivie après avoir flashé sur la photo qui fit le tour des chambres de J.I. et provoqué quelques irritations de Paluche. Et sans doute, il peut y avoir de cela, comme il peut y avoir eu également une tentative pleine de bonne volonté de sa part d'offrir à Rita Hayworth une chance de s'émanciper du carcan de la déesse de l'amour à la crinière rousse qu'avait forcé sur elle Harry Cohn et qui ne convenait pas à l'actrice. Toute sa vie, Rita, loin d'être bête, aura bien eu conscience d'avoir été manipulée, utilisée et abusée par de nombreux hommes, à commencer, on le rappelle, par son paternel qui lui avait doublement volé son enfance par le travail acharné et les viols qu'il lui avait fait subir. Et vous vous doutez qu'à Hollywood, largement pré-hashtag MeToo, la vie ne fut pas rose, même pour la suite, pour la starlette. Somme toute, un rôle de femme fatale qui pour une fois manipulerait les hommes un peu bolos autour d'elle, pourrait constituer un joli cadeau en mode vengeance. Mais dans les faits, c'est pas tout à fait ce dont on hérite, et si le cadeau est en effet une magnifique œuvre d'art, ou même en look platine, l'actrice est absolument sublime et mise en valeur, et Rita Hayworth aimait beaucoup ce film qu'elle défendait encore en interview en 1970, ça n'en reste pas moins une œuvre de rupture parfois franchement cruelle. Certes, il aurait pu aussi la mochir, il ne l'a pas fait, elle est magnifique dans ce film, on lui reconnaîtra cette élégance, peut-être quand même intéressée de sa part. Pour être honnête, Orson ne s'épargne pas non plus là-dedans dans son portrait de gros bourrin manipulé par tout son monde et fuyant les responsabilités. Mais néanmoins, la lettre de rupture n'en reste pas moins cruelle car l'autre partie n'a pas vraiment voix au chapitre et le personnage d'Elsa reste vu au travers du regard masculin sans qu'on ne la connaisse jamais vraiment, un objet de désir, une poupée qu'on jette quand elle a fini de servir. C'est d'ailleurs ce qui aura heurté le plus de monde dans la fin du film, la manière dont Michael laisse Elsa mourir seule, abandonnée par terre pour continuer son chemin. Difficile en effet de ne pas voir dans ce film un regard introspectif assez peu complaisant sur la relation entre les deux stars, mais pas que, parce que s'il fallait une preuve du côté profondément personnel de cette œuvre, figurez-vous qu'Orson Welles a glissé non pas une, mais deux de ses compagnes dans le film. Rita, certes, bon ça c'est évident pour tout le monde, mais aussi Dolores Del Rio, avec laquelle il était en couple avant Rita, et qui apparaît en fond dans la séquence Acapulco à travers les affiches de films. Palimpseste, on vous dit. On peut pas s'empêcher à plus d'un moment de tiquer sur de nombreuses répliques qui semblent commenter leur vie de couple, le disconnect entre les deux anciens époux, les attentes assez irréconciliables de part et d'autre, et surtout la naissance et la mort du désir chez le personnage masculin qui va transformer la jeune femme en princesse au début de l'histoire, la belle Rosalie dont il se fait le chevalier dans un roman médiéval courtois, qui va morpher ensuite en sirène tentatrice à bord du Circé le bien nommé, et enfin un monstre froid et calculateur, le moment où la sirène se transforme en créature des abysses qui vient noyer le marin quand l'amour n'y est plus. Ça sent les papiers du divorce et les arrangements entre avocats, tout ça. Et notez comme c'est bien fait visuellement quand on alterne entre la femme en blanc à protéger et la sirène en fourreau noir. Tous les hommes veulent coucher avec Gilda, mais c'est avec moi qu'il se réveille, disait la très lucide Rita. Et de fait, Orson a beau avoir soi-disant cassé le mythe Gilda, le personnage d'Elsa ne s'en affranchit pas vraiment. Il n'en est qu'une version déformée, reprenant les mêmes codes vestimentaires avec le même costumier, le thème musical d'Amado Mio, ainsi qu'une chanson dont la doubleuse était la même que sur le film Gilda, et le film reprenant certains aspects de l'intrigue, le cadre sud-américain, le triangle amoureux d'une femme fatale au passé pas net, prise entre un vieux mari riche mais impuissant, qui la gâte mais qu'elle méprise, et un jeune homme viril brut de pomme et désargenté avec lequel elle peut prendre son pied, jusqu'à des comparatifs de scènes entre la réplique de la haine et la scène de danse au bar où l'éclairage et les angles sont franchement les mêmes. Orson, comme les autres, a flashé sur Gilda, et on pourrait voir en effet une frustration dans le fait de s'être fait tromper sur la marchandise, on va dire, qui transparaît dans ce portrait de femme fatale qui arnaque le perso masculin, et dans le fait qu'ironiquement, le film fait sans arrêt des rappels à Gilda, tout en détruisant son image, cassant le mythe de la belle rousse, jusqu'à la laisser effectivement abandonnée sur le carreau. Et puis, jusque dans la dernière tirade où Michael réalise que se débarrasser du fantasme n'est pas chose aisée, parce que le mec est finalement plus amoureux de l'image de la femme qui s'est construite seule dans sa tête, la belle Rosalie de la calèche, que de ce qu'elle est vraiment. Elle parle plus d'une fois de sa vraie nature, mais on a l'impression qu'il cherche à éviter de savoir quelle est justement cette vraie nature, et qu'il ne sera pas capable de l'aimer autrement que dans le fantasme qu'il s'est construit autour de cette femme. Et le fait qu'on soit sur un film qui exploite à fond la manipulation d'images et les faux semblants, entre les posters de femmes déchirées, les réflexions dans un miroir et le voyeurisme de tous ces persos masculins qui observent la jeune femme, mais pas que, puisque les femmes dans la scène du procès veulent aussi voir de quoi la dame a l'air, avec en particulier la scène de la naïade
accolade filmée à la longue vue comme une mise en abîme, mais je vous avais dit que ça ressortirait, du voyeurisme des spectateurs que nous sommes dans la salle et auquel Orson est en train d'offrir, sublimer, en pâture, le physique avantageux de son épouse, tout comme le mari d'Elsa, Arthur Bannister, n'a pas de problème à ce que les hommes convoitent et bavent sur sa jeune et belle épouse. Car en fait, comme les miroirs démultiplient et fragmentent en plusieurs images une seule personne, on peut retrouver des éclats de psyché orsonienne dans plusieurs persos de l'histoire, Elsa y compris d'ailleurs. Donc lettre de rupture, cadeau empoisonné de divorce, certainement, consciemment ou pas d'ailleurs, puisque le perso de l'avocat est spécialisé en divorce et en histoire de couple qui se termine mal. La première fois qu'on entend parler de lui, c'est autour d'une affaire où il a sauvé un mari de la peine de mort après le meurtre de son épouse, tout un programme réjouissant, hein, et que le détective privé qui espionne Elsa pour le compte de Bannister et se retrouve assassiné plus tard, est lui aussi spécialiste en filature dans les procédures de divorce. Les ruptures dans ce film ne se font pas à l'amiable, hein. Arthur annonçant à son épouse que la tuer c'est comme se tuer soi-même, un thème de suicide quand même assez récurrent dans le film. Pourquoi ? Parce que la passion amoureuse, pas l'amour, hein, notez bien, je pense qu'il faut se cantonner ici à la question du désir, n'est pas un long fleuve tranquille, c'est plutôt une croisière en eau trouble, direction plongée vers les abysses, toujours entraînée de plus en plus vers le fond, que ce soit en visuel dans l'aquarium et ses créatures marines, pieuvres, murènes ou requins, ou dans la descente en enfer dans la maison de fous de la fête foraine. L'amour rend fou, stupide, tel est le thème brodé inlassablement par le personnage de Michael O'Hara, narrateur de l'histoire en voix off, et dont on sait donc que contrairement aux autres, puisqu'il raconte a posteriori, il a des chances de s'en tirer, et ici d'autant plus que le scénario ne le place pas dans le couloir de la mort tel que c'est le cas dans le bouquin d'origine. La stupidité par l'amour est encore appuyée par la référence à Circé, l'enchanteresse qui transforme les hommes en bêtes, et donc encore et toujours cette vision de la femme fatale, origine de tous les maux pour les hommes. Pauvre créature, hein, quand même. Hein. Notre Michael O'Hara est donc un Ulysse quelque peu pathétique, un marin qui n'est pas vraiment le capitaine de son destin et qui se laisse flotter comme un petit bouchon un peu désincarné, manipulé par les autres personnages autour de lui. Comme le dit Elsa très lucidement, tu n'es pas capable de t'occuper de toi, comment peux-tu t'occuper de moi ? Mais comme il reste tout de même une projection de la psyché d'Orson, il s'en sort, pas trop amoché, comme titubant après une gueule de bois ou un vilain cauchemar, comme un chat échaudé qui craindrait maintenant l'eau froide. Orson Welles et Rita Hayworth, surnommés le cerveau et la belle, étrangement annonciateurs d'une association similaire presque 20 ans plus tard avec le couple Arthur Miller et Marilyn Monroe, relation qui s'achève pareillement sur un projet cinéma commun, désastreux au box-office et pour le couple, et qui sera les désaxés, ce qui aurait d'ailleurs aussi fait un très bon titre pour la Dame de Shanghai. L'histoire a tendance à bégayer, mais fermons la parenthèse. Les femmes dans cette histoire, comme pour Ulysse, elles ne sont que des étapes le long de l'odyssée personnelle du mec, pas vraiment comprise, car de fait on ne sait rien de cette Elsa Bannister qui a manqué de peu d'avoir même un prénom dans cette histoire, tant tout le monde fait référence à elle par des périphrases ou des alias. La dame, lover, Rosalie, Madame Arthur Bannister, chérie, princesse, pauvre petite, tout ce qu'on sait d'elle contribue au cliché de la femme fatale, exotique, vaguement dangereuse. La femme, c'est toujours l'autre, l'étrangère, ici née de parents russes mais ayant grandi à Shanghai et Macao, une fleur de givre dans les bordels, et qui se retrouve donc, on ne peut qu'imaginer comment, la femme trophée d'un avocat plein aux as. Sa blondeur et son passé trouble évoquent aussi quelque chose de la Marlène Dietrich de Shanghai Express, dont le surnom était justement Shanghai Lily. Michael l'imagine en demoiselle en détresse, puis est dégoûté de la découvrir pourrie jusqu'à l'os, alors qu'elle ne lui a jamais vraiment joué la comédie de Loi Blanche. Elle fait suffisamment d'allusions au fait qu'il lui a fallu plus que de la chance pour en être arrivée au point où elle en est. Et même si son perso est un cliché, Rita Hayworth, qui avait du talent, qu'on n'en doute pas, a su lui donner une profondeur qui dépasse l'image de blonde glacée, quasi Hitchcockienne, ou de la bitch pure et dure. Elle lui donne une vraie dimension tragique. Elle n'est ni complètement pathétique, ni complètement une saloperie, jouant comme elle peut dans le registre habituel de l'antithèse féminine vue par le regard masculin, qui fait qu'une femme est forcément ange démon, madone ou pute. Avec le peu qu'on nous donne d'elle, elle compose un personnage d'autant plus intéressant qu'il nous reste assez mystérieux et normal, puisqu'il n'est vu, comme je l'ai déjà dit, que par le prisme du double regard masculin, celui du réalisateur et ex-mari d'une part, mais aussi du narrateur et perso masculin, les deux étant forcément biaisés et même possiblement peu crédibles et faillibles. Comment savoir si sa vision subjective des événements est même fiable ? Il aurait fallu à Elsa un bon avocat, ce n'est pas faute que Bannister ne le lui répète à la fin du film. Par ailleurs, comment ne pas aussi voir dans ce film, au-delà des problèmes de couple, on va dire, une réflexion sur le milieu hollywoodien, ce monde de requins où tout le monde s'entre-dévore, et
et où dans la scène de pique-nique, Michael se lamente de la somme d'énergie et d'argent investie dans le projet, une version démesurée de ce qui pourrait normalement se limiter à bouffer un sandwich sur la plage pour le Pékin moyen, mais qui devient en effet une super production demandant du personnel, des décors, des accessoires, une entreprise relativement dangereuse vu les circonstances et ma foi très performative, j'ai déjà employé le mot et je le maintiens, artificielle, presque obscène si on y réfléchit et qui s'apparente à un caprice de star. Elsa est la vedette, Arthur Bannister le producteur et ma foi là-dedans, forcé de se dire que Michael est en effet pas loin du réalisateur. Le tout se fait dans la jungle, ici pas hollywoodienne, mais infestée de moustiques et de crocodiles et d'ailleurs la séquence fut en extra-diégétique extrêmement périlleuse et coûteuse. La question de l'argent et du besoin d'argent qui hante le film est on ne peut plus approprié pour Orson Welles qui a dû faire ce film pour éponger une dette et qui toute sa vie sera limité et pressuré par le manque de fonds pour ses projets. Comme Michael, il se voit comme l'outsider sans le sou, obligé de faire le larbin et de vendre son âme à des requins véreux et impitoyables qui se servent de lui et menacent de ruiner sa réputation. Et on est pourtant juste au début de sa carrière et donc c'est dire si c'est tristement lucide comme constat et quelque peu prophétique sur ce qui sera son parcours dans l'asile d'aliénés qu'est le monde de Hollywood, le parc d'attractions, le miroir aux alouettes, soi-disant un lieu de divertissement mais où les gens se tirent dans les pattes, même si pas à balles réelles, quoique, mais avec tout autant de dégâts et de dommages collatéraux. La croisière, c'est la super production certes, mais les coulisses et l'arrière-cour puent et sont beaucoup moins sympathiques, on est dans les bas-fonds, que ce soit à New York, San Francisco ou même les ruelles d'Acapulco, et il y a ça et là quelques références au monde du divertissement et du spectacle qui émaillent le film. Rappelez-vous Palimpseste, l'œil de la caméra, les posters, le spot publicitaire et bien sûr la séquence à l'opéra de Pékin, mais également le tribunal et la scène du procès qui deviennent eux-mêmes un lieu de théâtre où l'audience vient comme au ciné, les pop-corn en moins, et où même le juge se met à ricaner face aux bouffonneries d'Arthur Bannister. Est-ce qu'Orson a des comptes à régler avec le milieu hollywoodien? Alors très clairement, dans sa comparaison à un monde de requins qui se bouffent entre eux, mais aussi dans cette représentation de producteurs bourrés aux as, mais impuissants et handicapés, frustrés parce que, pas créatifs en fait, face aux virils et énergiques réalisateurs qui est pourtant obligé de s'avilir pour vivre de leurs subsides. Orson à la barre, mais pas propriétaire ni vrai capitaine du vaisseau, j'avais déjà fait la remarque, et encore une fois, la métaphore est jusque sur ce film lui-même, qui n'est pas ce que le réalisateur voulait et sur quoi il avait travaillé, et qui sera finalement une œuvre déformée et amputée par rapport à ce qu'il avait envisagé, aussi distordu et grotesque que les monstres de l'aquarium ou Arthur Bannister et ses cannes. Parfois les mises en abîme sont vertigineuses et presque prophétiques, et c'en est fascinant. Tout comme je trouve fascinant que ce film ne soit pas que l'union pour la seule fois à l'écran des stars Orson et Rita en pleine déroute, mais aussi de leurs deux triomphes au cinéma, de leurs deux films les plus emblématiques. Gilda, j'en ai parlé dans les références, mais aussi Citizen Kane, dans le portrait au vitriol des puissants, menant une vie stérile et obscène, aussi visuellement parlant dans cette reprise de plan au miroir qui était présente dans Citizen Kane. Plus dingue encore, les ponts que l'on peut faire entre ce film et Le Troisième Homme, qui sortira 2 ans plus tard pourtant, film où certes Orson n'est qu'acteur et non réalisateur, mais où l'on retrouve les effets de vertige de la baie d'Acapulco dans la magnifique scène de la Grande Roue, une de mes préférées, et surtout cette fin incroyable du perso qui meurt dans les égouts et qui fait presque pendant à la mort d'Elsa, comme un effet miroir, presque une justice poétique on pourrait dire, mais aussi parce que je pense qu'il y avait de la psyché d'Orson dans le personnage d'Elsa, en tout cas tel qu'il l'imagine. Elsa, c'est un peu la perte de l'innocence et de toutes les illusions, ce qui peut quand même dérouter si on considère que le personnage de Michael est censé être un marin qui a traîné sa bosse pendant la guerre d'Espagne, a connu la prison, et n'est donc pas un damoiseau prépubère non plus quand même. Il aurait dû avoir les reins plus solides et déjà perdu pas mal d'illusions au sujet de la vie, la société et l'humanité, mais sa candeur affichée dans l'histoire pointe à mon sens davantage sur d'une part sa non-crédibilité, le fait qu'il puisse se mentir à lui-même, mais aussi sur le fait que l'histoire est bien la métaphore d'autre chose, d'une espèce de vertige existentiel que je souligne dans le titre de cet épisode. Donc est-ce que c'est un bon film? Eh bien oui, je le pense, évidemment, parce que même en étant l'ombre de lui-même et affligé de tout un tas de galères pendant le tournage et sur sa réception, il reste fascinant, étrangement envoûtant, la preuve, puisqu'il continue de hanter d'autres réalisateurs, au point que même on a voulu un temps en faire un
un remake avec Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas. Alors je suis on ne peut plus ravie et soulagée que ce projet est avorté, parce que ce qu'on aurait peut-être gagné en amélioration sur l'intrigue en soi, on l'aurait certainement perdu en poésie et en magie visuelle, pour un film qui est davantage une expérience qu'autre chose et où on doit accepter de se perdre, comme dans les ruelles d'un Chinatown où ça cause tout un tas de langues entre japonais et cantonais, j'imagine, en plus avec du yaourt hollywoodien sonnant vaguement asiatique, ou comme le perso masculin dans les dédales du palais des miroirs. Et puis par ailleurs, on y retrouve un sens de l'ironie et du sarcasme assez élégant et subtil, ne serait-ce que pour moi dans cette scène Chef Kiss où le couple Bannister est en train de s'en griller une dans les couloirs du palais de justice, alors qu'en gros derrière eux est affiché un panneau interdit de fumer. Ça a l'air de rien, mais ces petites touches comme ça, là, c'est du cinéma que j'aime aussi. Merci d'avoir suivi cet épisode avec un éclairage qui, je l'espère, vous donnera quelques pistes, même si pas les seules, pour aborder ce film si vous ne l'avez pas déjà vu, ce que je vous conseille évidemment chaudement. La prochaine escale nous ramènera vers de la couleur et la fin des années 80 et des mers plus lointaines, mais tout aussi périlleuses pour un petit couple. Avez-vous un moment préféré dans ce film pour celles et ceux qui le connaissaient, ou une réplique qui vous a marqué, parce que j'avoue ne pas avoir trop insisté sur les dialogues, mais alors on a du lourd que ça aurait pu avoir été écrit par George Lucas au coin du feu de Naboo. Merci de liker et partager si ça vous a plu, et on se retrouve bientôt moussaillon sur d'autres aventures de la galère.